Une petite coupure en cuisinant, une égratignure en jardinant, ça nous arrive tout le temps. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment arrêté une seconde pour se demander quel incroyable mécanisme d'urgence se met en place pour nous empêcher de nous vider de notre sang? Aujourd'hui, on plonge au cœur de cette fascinante chorégraphie biologique, l'hémostase primaire. La question peut paraître simple, mais la réponse est incroyable. Face à une brèche, même la plus minuscule soit-elle, qu'est-ce qui empêche la catastrophe? Eh bien, la réponse se trouve dans une intervention d'urgence ultra rapide qui se déclenche à l'intérieur même de nos vaisseaux sanguins. Ok, tout commence par un accident. Une blessure, une coupure, c'est le signal d'alarme. C'est ce qui déclenche la toute première phase de l'intervention. Allons voir ce qui se passe directement sur les lieux de l'incident. La toute première réaction, c'est purement mécanique. En une fraction de seconde, le vaisseau sanguin se contracte. Il se resserre sur lui-même. C'est ce qu'on appelle la vasoconstriction. Le but est très simple, réduire le diamètre du tuyau pour limiter la fuite de sang. Et cette contraction, elle est ensuite maintenue par des signaux chimiques, et notamment par une molécule clé, le thromboxane A2. Un nom à retenir, on en reparlera. Très bien, le périmètre est un peu plus contenu. Il est temps maintenant de rencontrer l'équipe d'élite, les véritables premiers secours qui sont appelés sur les lieux pour gérer la situation. Pour bien comprendre, il faut imaginer que la paroi de nos vaisseaux a une sorte de double personnalité. En temps normal, la surface intérieure, c'est comme du téflon. C'est ultra lisse, rien ne s'y accroche. Mais dès qu'il y a une brèche, la couche juste en dessous est exposée. Et cette zone, c'est tout le contraire. C'est comme du velcro. Elle est conçue pour être super adhésive, notamment grâce au collagène, et à une protéine essentielle, le facteur de von Willebrand. Et alors, qui répond à l'appel de ce velcro? Les plaquettes. Ce sont les secouristes infatigables de notre circulation sanguine. En fait, ce ne sont même pas des cellules complètes, ce sont des petits fragments sans noyau qui sont produits dans la moelle osseuse. Elles ne vivent qu'une dizaine de jours, mais leur rôle est absolument capital. Et quand elle reçoit l'alerte, la plaquette se transforme littéralement. Au repos, elle est toute lisse, comme un petit disque. Mais au contact de la brèche, hop, elle change radicalement de forme. Elle devient sphérique et déploie des sortes de bras, qu'on appelle des pseudopodes, pour pouvoir s'agripper à tout ce qui passe. Une véritable métamorphose pour passer à l'action. Mais pour que la mission réussisse, les plaquettes ont besoin d'un équipement spécialisé. Deux protéines sont ici essentielles. Il y a d'abord le facteur de von Willebrand, ou FVW. Lui, il agit comme un pont, une ancre, entre la paroi blessée et la toute première plaquette. Et puis il y a le fibrinogène, qui fonctionne un peu comme des menottes pour lier solidement les plaquettes les unes aux autres. Un pont et des menottes, c'est assez simple à retenir. Bon, l'équipe est sur place, l'équipement est prêt. On passe maintenant à la séquence d'action. Comment se déroule l'opération, étape par étape, pour former le bouchon temporaire qui va stopper l'hémorragie? Le processus est très logique. Il se déroule en 3 temps. D'abord l'adhésion, la première plaquette arrive et se fixe sur la brèche grâce au fameux pont FVW. Ensuite l'activation. Cette première fixation, ça déclenche tout. La plaquette change de forme et libère des substances chimiques comme l'ADP et le thromboxane A2. Ce sont des signaux d'alarme pour appeler des renforts. Et enfin, l'agrégation. Toutes les nouvelles plaquettes qui arrivent sur les lieux se lient les unes aux autres avec les menottes de fibrinogène et forment un amas, le premier bouchon qu'on appelle le clou plaquettaire. Et c'est vraiment là que réside toute la puissance du système. L'activation n'est pas un événement isolé, pas du tout. Chaque plaquette qui s'active en active plusieurs autres à son tour. C'est une cascade, un véritable effet boule de neige qui amplifie la réponse pour recruter très très vite un maximum de monde sur le site de la blessure. Faisons un petit détour clinique, c'est intéressant. On a mentionné le thromboxane A2, ce puissant activateur. Eh bien, il est produit grâce à une enzyme qui s'appelle la cyclooxygénase, ou COX. C'est elle qui permet de fabriquer ce TXA2. Et là, ça va peut-être faire tilt. L'aspirine, eh bien son mécanisme d'action, c'est justement de bloquer cette enzyme COX. En la bloquant, elle empêche la production de thromboxane A2 et donc elle met un frein à l'activation et à l'agrégation des plaquettes. C'est tout le principe de son effet anti-agrégant. Mais il existe une autre voie d'activation très importante. Les plaquettes activées libèrent aussi une autre substance, l'ADP. Cet ADP agit comme un mégaphone. Il appelle encore plus de plaquettes à la rescousse en se fixant sur un récepteur bien spécifique à leur surface, le récepteur P2I12. Et bien sûr, ce mécanisme est la cible d'une autre grande classe de médicaments. Des molécules comme le clopidogrel, par exemple, viennent tout simplement bloquer ce récepteur P2Y12. Résultat, l'ADP a beau crier dans son mégaphone, plus personne ne l'entend. Le message ne passe plus, ce qui crée un autre puissant effet anti-agrégant. Ce système est incroyablement efficace, mais il n'est pas infaillible. Il peut y avoir des failles. Alors, intéressons-nous à ce qui se passe quand un membre de l'équipe ou l'un des outils est défectueux. Chaque pièce de ce puzzle a un rôle absolument critique. Si le point d'ancrage sur la plaquette pour le FVL est défectueux, on a le syndrome de Bernard-Soulier. L'adhésion ne peut pas se faire.
Si ce sont les récepteurs pour les menottes, pour le fibrinogène, qui manquent, c'est la thrombasthénie de Glanzmann. Les plaquettes ne peuvent pas se lier entre elles. Et si c'est le pont lui-même, le facteur von Willebrand, qui est absent ou défectueux, on a la maladie de von Willebrand, qui empêche elle aussi la première étape d'adhésion. Ça montre bien à quel point chaque élément est indispensable. Alors, comment les médecins font-ils pour évaluer l'efficacité de toute cette première phase? Eh bien, l'un des tests historiques, c'est le temps de saignement. L'idée est toute simple. On fait une petite incision standardisée et on mesure combien de temps il faut à l'organisme pour arrêter le saignement de lui-même. Selon la méthode de référence, la méthode Divi, ce temps ne devrait normalement pas dépasser 8 à 10 minutes. Si ça prend plus de temps, on dit qu'il est allongé et ça, c'est un signal qu'il y a un problème potentiel dans ce système d'intervention rapide des plaquettes. En conclusion de tout ça, quel bilan peut-on tirer de ce fascinant mécanisme de défense? Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'hémostase primaire est un système d'urgence, rapide et efficace. Son seul et unique but, c'est de créer, en un temps record, un bouchon temporaire, ce fameux clou plaquettaire. C'est une solution rapide, mais absolument vitale pour stopper une hémorragie immédiatement, en attendant que la vraie réparation du vaisseau puisse commencer. Alors, la prochaine fois qu'on se coupera le doigt, on y pensera peut-être différemment. On se souviendra qu'il y a toute une armée silencieuse qui se met en ordre de bataille en quelques secondes pour nous protéger. Une chorégraphie parfaite et invisible qui illustre à merveille toute la complexité et l'ingéniosité de notre propre corps.